L'Algérie s'apprête à rejoindre les rangs des pays émergents, ou plutôt, elle y est déjà, ou elle y sera très bientôt. Du moins, c'est ce qu'on nous répète sans relâche depuis des années. L'Algérie ne végétera plus dans la case des nations en développement, c'est promis, juré, signé. Notre président, le fameux Abdoun, en a fait son refrain favori. À chaque allocution, chaque entretien, chaque apparition publique, le mot « émergent » surgit tel un mot magique censé nous rassurer. Il l'annonce avec une telle régularité qu'on en viendrait à croire qu'il suffit de le dire assez souvent pour que cela devienne vrai. L'Algérie est un pays émergent. Ce n'est plus un pays en voie de développement. Et la cerise sur le gâteau, d'ici fin 2025 ou au plus tard début 2026, notre PIB franchira le cap symbolique des 400 milliards de dollars. Un chiffre jeté comme un sortilège. Mais en regardant bien la séquence, en écoutant attentivement les déclarations, difficile de ne pas noter une dissonance, un paradoxe, une incongruité même. Comme si les promesses s'étaient embrouillées dans un tourbillon de contradictions. Alors, selon notre président, pour qu'un pays grimpe dans le club très fermé des nations dites émergentes, il faut franchir une barre magique, celle des 400 milliards de dollars de PIB. Pas 390, pas 399, non, 400 ou rien. C'est le chiffre fétiche, l'obsession. D'après lui, c'est cette somme qui ferait basculer l'Algérie dans une nouvelle ère. Et attention, il ne l'a pas dit une fois, ni deux, mais répété avec l'assurance d'un économiste ou d'un magicien. Petit flashback. Interview du 7 février 2026. À ce moment-là, il nous annonce, très sûr de lui, que notre PIB atteindra ce seuil tant convoité, 400 milliards, d'ici la fin de 2027. Pour ceux qui auraient oublié, le PIB, c'est la valeur totale de tout ce qu'un pays produit en une année, biens comme services. Une sorte de bulletin de santé économique. Or, à ce jour, notre score plafonne à 265 milliards. Oui, 265. On est donc encore loin du Graal. Et ce n'est pas nouveau. On l'a déjà dit, redit, mais visiblement, on aime se répéter. Mais tenez-vous bien, car voici le twist. Il existe d'autres déclarations du même président, Abdelmadjid Tebboune, dans lesquelles il annonçait que ce fameux cap des 400 milliards serait franchi, non pas en 2027, mais dès 2026, voire même fin 2025. Alors comment dire? Nous sommes en 2026. L'année 2025 est déjà dans le rétro. Et ce miracle économique n'a toujours pas eu lieu. Alors, faut-il conclure que notre président a une allergie chronique aux chiffres? Ou serait-ce plutôt une difficulté à voir le tableau d'ensemble, à construire une vision cohérente? On l'a déjà accusé de ne pas vraiment briller dans les mathématiques, mais cette critique, bien que fondée, est superficielle. Le vrai souci est plus profond. Ce n'est pas un manque de calculatrice, c'est un manque de cap. Alors, soyons clairs une bonne fois pour toutes. Non, ce n'est pas parce qu'un pays amasse des milliards en PIB qu'il mérite d'être étiqueté émergent. Croire que richesse et statut vont de pair, c'est comme penser qu'un sac Louis Vuitton fait l'élégance. Erreur monumentale. Des nations peuvent afficher fièrement plus de 400 milliards de dollars de produits intérieurs bruts et rester bien loin du club des pays émergents. Pourquoi? Parce qu'un PIB élevé n'est qu'un chiffre. Et les chiffres, sans fondation solide, ça s'effondre vite. Les économistes du monde entier, grandes universités, doctrines, manuels, sont quasi unanimes. Ce qui définit un pays émergent, ce ne sont pas les zéros sur une feuille Excel, mais des critères structurels. Et on ne parle pas d'apparence, mais de fondation durable. Une vraie croissance, forte et surtout constante sur plusieurs années. Une industrie qui ne dépend pas d'un seul secteur. Des exportations variées, un système éducatif performant, un État stable politiquement, une santé publique solide. Voilà les ingrédients. Prenez le Nigeria. À un moment, leur PIB avait dépassé les 500 milliards. Impressionnant, non? Sauf que quelques années plus tard, il s'est effondré à moins de 300. La raison? Une économie instable, une croissance fragile comme du verre. Jamais, au grand jamais, il n'a été qualifié de pays émergent. Et l'Algérie dans tout ça?
Elle suit le même script. Car au fond, ce qui compte, c'est la régularité. Une croissance de 5 à 10 % par an, pas juste une année dorée. Pas 3 %, pas 4 % qui s'essoufflent. Les véritables pays émergents enregistrent cette dynamique pendant au moins 5 à 10 ans, souvent avec des pointes à 7 voire 10 %. Et ça, malheureusement, ce n'est pas encore notre réalité. Et voilà où le bât blesse. Pourquoi parle-t-on tant de croissance durable plutôt que de se contenter d'un chiffre de PIB impressionnant? Parce qu'un pays peut très bien briller une année, puis sombrer les 3 suivantes. Un feu de paille n'a jamais fait un pays émergent. Ce qui fait la différence, c'est la constance, la résilience, la stabilité. Les vraies économies émergentes, elles avancent sans hoquet. Leur courbe de croissance ne ressemble pas à des montagnes russes. Pas de crash soudain, pas d'instabilité politique ou monétaire qui vient tout saboter. À l'inverse, certains pays s'enrichissent à vitesse éclair puis s'effondrent dès qu'un choc arrive. Crise interne, turbulence internationale, et là, plus rien ne tient. Leur monnaie dévisse, l'économie plonge, fin de l'illusion. Ce ne sont pas des émergents, ce sont des mirages. Autre point crucial, l'industrie. Et pas n'importe laquelle. Avoir un PIB stratosphérique ne sert à rien si plus d'un tiers de cette richesse provient de la rente pétrolière. Oui, l'or noir. Oui, le gaz. Mais non, ce n'est pas de la création de valeur. C'est un cadeau du sous-sol, un héritage géologique. Une chance, certes, mais pas un mérite. On n'a ni inventé le pétrole, ni mérité le gaz. On l'extrait, on le vend brut, sans y toucher, sans le transformer. Et l'Algérie, dans ce domaine, reste fidèle à elle-même. Environ 80 % de ses exportations d'hydrocarbures sortent à l'état brut. Pétrole brut, gaz brut, tout brut. Or, exporter des matières premières sans les transformer, ce n'est pas de l'industrie. C'est de la logistique avec bénédiction divine. Quand on parle de pays émergents, on parle de pays qui transpirent l'industrie. Pas les vitrines vides, non. Une industrie réelle, robuste, qui pèse lourd. Généralement, ces nations affichent plus de 20 % de leur PIB issu du secteur industriel pur. Chez nous, l'Algérie plafonne à 5 %. Et encore, certains enjolivent les chiffres en ajoutant le BTP pour gonfler l'ensemble jusqu'à 15 %. Sauf que là, on ne parle pas de béton, on parle de transformation, de matières brutes transformées en produits finis avec une vraie valeur ajoutée. C'est ça l'industrie manufacturière. Et nous, on en est loin. Jetez un œil sur les grandes réussites. La Corée du Sud, la Turquie, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud. Tous ces pays sont passés par la case 20 % d'industrie ou plus, et ce, sans tricher. Ils ont commencé modestement à 15 %, puis grimpé encore et encore jusqu'à faire de leur industrie un pilier économique. Mais l'Algérie reste à la traîne. Même si demain matin, on annonce en fanfare un PIB magique de 400 milliards, on sait déjà comment ce tour de passe-passe fonctionne. On bidouille les bases de calcul, on revalorise le dinar artificiellement, on intègre le marché informel dans les chiffres officiels, on change les années de référence, on invente de nouvelles catégories de services à inclure dans le calcul, et hop, le PIB grimpe sans qu'aucune usine ne sorte de terre. Mais tout ça, ce ne sont que des illusions statistiques. Parce que si cette richesse prétendue ne se matérialise pas en production concrète, si rien ne sort des chaînes de montage, alors ce n'est pas une vraie richesse. Et côté exportation, misère. En dehors du pétrole et du gaz, on peine à dépasser les 5 ou 6 petits milliards de dollars. Pour un pays de notre taille, c'est dérisoire. Vous voulez savoir quand on pourra sérieusement commencer à dire qu'on est un pays émergent? C'est simple. Le jour où nos exportations ne se résumeront plus à envoyer du brut à l'étranger. Le jour où l'on vendra pour au moins 30 milliards de dollars des produits qu'on aura réellement fabriqués. Des biens manufacturés, de la technologie, de l'agroalimentaire, peu importe. Mais pas des ressources naturelles qu'on n'a même pas transformées. Là, oui, on pourra commencer à parler d'émergence. Pas avant. La diversification des exportations, ça n'est pas un luxe ou un bonus. C'est la base. Une industrie diversifiée, des filières solides, capables d'exporter autre chose que du gaz en bouteille ou du pétrole brut, c'est ça qu'il faut viser. Et il y a un autre élément clé dont on parle peu, mais qui change tout. La classe moyenne. Pas de pays émergent sans elle.
Une vraie, pas une poignée d'apparatchiks ou de copains du régime. Parce que oui, certains pays ont des milliards, mais pas pour tout le monde. Prenez l'Arabie Saoudite. L'argent y coule à flot, mais il est canalisé vers les palaces des princes, leurs jets privés et leurs voitures de luxe. Pendant ce temps, une grande partie de la population, souvent des immigrés pauvres venus du Pakistan, d'Inde, du Yémen, vivote dans l'ombre sans espoir d'ascension. C'est une pyramide figée. Riches tout en haut, rien au milieu, et les invisibles tout en bas. Pas de classe moyenne, donc pas d'émergence. Les vrais pays émergents, eux, reposent sur une base sociale solide, une classe moyenne dynamique qui consomme, produit, investit. Une population nombreuse, ni trop pauvre, ni outrageusement riche, qui porte l'économie sur ses épaules. Il y a dans chaque pays une élite économique qui prospère. Entrepreneurs bien placés, hauts fonctionnaires bien servis, cadres de grosses boîtes qui surfent sur les vagues rares de croissance. Ce sont eux qui voyagent, qui achètent, qui consomment, sans trop regarder les étiquettes. Mais attention, ce n'est pas ça la classe moyenne. Une vraie classe moyenne n'est pas constituée de cousins de ministres ou de fils de généraux. Elle n'a pas besoin d'un coup de fil pour obtenir un crédit immobilier. Non, elle est faite d'ingénieurs, de patrons de PME, de salariés qualifiés, de citoyens productifs qui, avec leurs 2 000 à 4 000 euros par mois, ou l'équivalent, peuvent épargner, investir, acheter une maison, changer de voiture sans vendre un rein. C'est ça une classe moyenne saine. En Algérie, ce socle-là, il est introuvable. Oui, on trouve des salaires élevés, mais ils viennent toujours des mêmes cercles. Ceux du pouvoir, ceux de la rente, des hauts fonctionnaires, des généraux, une poignée de milliardaires greffés au régime. Et en dehors de ces bulles dorées, rien. Le salaire moyen, lui, stagne à 42 000 dinars. Et avec ça, on parle de classe moyenne? Soit tu fais partie de l'appareil d'État et tu touches 150 000 à 200 000 dinars par mois, soit tu es un employé d'une multinationale chanceuse ou d'un grand groupe public comme Sonatrach. Peut-être encore un cadre dans une entreprise privée qui lutte contre vents et marées. Mais l'immense majorité, elle rame, elle survit. Et surtout, elle ne consomme pas comme une classe moyenne, parce qu'en vérité, elle n'existe pas. 42 000 dinars, c'est ce qu'on appelle un salaire moyen en Algérie. Mais sérieusement, avec ce chiffre, comment peut-on parler de classe moyenne sans rougir? D'ailleurs, on n'a même pas pris la peine de la définir. Elle n'existe pas dans les textes, pas dans les chiffres, pas dans la réalité. Un fantôme statistique. On dira ce qu'on veut, mais l'Algérie ne croule pas sous l'extrême pauvreté, c'est vrai. En grande partie grâce aux subventions qui amortissent les chocs. Moins de misère qu'au Maroc, en Tunisie ou dans bien des pays du continent africain. Mais attention, moins de pauvres ne veut pas dire plus de riches. Et sûrement pas plus de pouvoir d'achat. Car quand on met nos revenus face à ceux de nos voisins de région, la douche est froide. Notre capacité à consommer est dramatiquement faible. Une classe moyenne digne de ce nom, c'est des gens qui touchent entre 200 000 et 300 000 dinars par mois minimum. En Algérie, combien atteignent ce niveau? Une minorité microscopique. On ne parle pas de millions de citoyens, mais de quelques milliers tout au plus. Et pourtant, cette classe-là devrait être le moteur du pays. Le problème, elle est absente du moteur. Autre symptôme qui trahit l'illusion d'un pays émergent, le désert financier. Parlons franchement, on n'a même pas de vraie bourse. Juste un simulacre, une vitrine poussiéreuse avec 3 entreprises cotées, 5 actions qui s'échangent à peine, c'est tout. Une bourse de nom, mais pas de fonction. Et le plus humiliant, même la Palestine, qui vit sous occupation, qui n'a même pas un État pleinement souverain, a réussi à bâtir une place boursière plus sérieuse que la nôtre. Là-bas, des entreprises privées lèvent des fonds, les citoyens investissent. Ici, oublié. L'Algérien n'a ni les outils ni l'espace pour placer ses économies, pour faire fructifier son argent autrement qu'en les cachant sous le matelas ou en courant après le marché parallèle. Pas de culture d'investissement. Pas d'accès simple aux produits financiers. Résultat, notre système économique repose encore sur des pratiques archaïques héritées d'un autre siècle. Et on rêve quand même d'émergence?
C'est comme vouloir gagner un grand prix avec une charrette. Bienvenue dans un monde où le mot Bitcoin suffit à déclencher l'alerte rouge. En Algérie, la crypto-monnaie n'est pas seulement interdite, elle est carrément criminalisée. Oui, détenir du Bitcoin peut vous mettre dans l'illégalité. Une absurdité totale à l'ère du numérique. Pas de dinar digital. Et ne parlons même pas de convertibilité. Notre monnaie nationale est aussi fermée qu'un bunker. Le paysage bancaire, figé. Les banques publiques règnent en maître. CPA, BDL et consorts. Les banques étrangères, quasiment absentes du décor. Les agences, rares comme les jours de pluie dans le désert. Résultat, seuls 44% des Algériens possèdent un compte bancaire. Les autres, ils survivent avec la vieille carte d'Algérie Post, qui n'est même pas reconnue comme une vraie banque. Le paiement en ligne, encore à l'âge de pierre. Le paiement mobile, un luxe réservé à d'autres pays africains. Oui, vous avez bien entendu, on est derrière nos voisins africains en matière de fintech. Et on parle de pays émergents? Mais attendez, ce n'est pas fini. Car même si par miracle notre système financier se modernisait, encore faudrait-il que l'État soit stable. Or, en Algérie, la législation change plus vite que les saisons. On interdit le cash un mois, puis on fait marche arrière le suivant. Une allocation touristique est mise en place, et quelques semaines plus tard, on modifie les critères. Des lois fiscales apparaissent, disparaissent, reviennent en version remixée. C'est une valse réglementaire, sans rythme ni cohérence. Dans les pays émergents sérieux, une loi est conçue pour durer, 10, 15 ans, parfois plus. Chez nous, c'est au bon vouloir de la météo politique. Ajoutez à cela une corruption rampante et un réseau d'infrastructures digne du siècle passé. Un pays qui prétend émerger avec une seule autoroute nationale, l'Est-Ouest, et quelques échangeurs mal entretenus, ce n'est pas crédible. Les vraies nations émergentes ont des réseaux autoroutiers modernes, plusieurs aéroports internationaux flambant neufs, des hôpitaux de référence, des centres d'affaires, des buildings qui touchent le ciel. Nous, on bricole encore des villes nouvelles façon ADL ou Abda qui ont tout sauf la modernité. Béton, blocs, néons fatigués. Ça sent plus le retour vers le passé que le saut vers l'avenir. Parlons franchement. Est-ce qu'on peut sérieusement citer une vraie cité d'affaires en Algérie? On a bien tenté quelque chose à Babézoar, oui. Quelques tours éparpillées, 2 ou 3 bâtiments siglés Mobilis ou autres qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Mais appeler ça un quartier d'affaires, c'est généreux. Quand on observe les pays émergents, le contraste est brutal. Là-bas, les villes projettent l'avenir. Gratte-ciel, centres financiers entiers, quartiers d'affaires structurés, écrans géants, lumière, flux, modernité assumée. Des villes pensées pour produire, attirer, connecter. Chez nous, on vit encore majoritairement dans des espaces urbains hérités d'une autre époque. Les centres de nos grandes villes, Alger, Blida, Gigel, Annaba, restent figés dans l'empreinte coloniale ou ottomane. Ce sont les mêmes noyaux urbains, les mêmes structures, les mêmes limites. Aucune véritable métropole moderne n'a vu le jour. On a bien posé ici et là quelques immeubles en verre, histoire de donner une illusion de modernité, mais ça ne suffit pas. Une poignée de façades vitrées ne fait pas une ville mondiale. Sans véritable pôle financier, sans centres urbains puissants et organisés, sans vision architecturale tournée vers l'avenir, on ne peut pas prétendre au statut de pays émergent. Pas encore. Et sûrement pas comme ça. Et si on regardait ailleurs, juste pour voir? Prenons un pays émergent concret. Pas dans les discours, pas dans les vœux pieux, dans les faits. Tenez, le Vietnam. Un pays qui, à bien des égards, partage un parcours aussi chaotique que le nôtre. Pourquoi le Vietnam? Parce qu'il a connu l'enfer. Colonisé par la France, ravagé ensuite par les bombes américaines, coupé en deux pendant des décennies, puis enfin réunifié à la fin des années 70. Des millions de morts, une histoire sanglante. Et malgré tout, aujourd'hui, le pays avance. Et pas qu'un peu. Avec près de 100 millions d'habitants, une croissance robuste et une économie en pleine transformation, le Vietnam est désormais classé parmi les pays émergents. Et ce n'est pas par magie. Dès le milieu des années 80, alors que nous entrions dans notre décennie noire, eux lançaient leur grande réforme. Doi Moi, ce qui signifie renouveau.
Un nom simple, une stratégie claire. Ils ont ouvert le pays, réduit les blocages administratifs, instauré des zones franches, attiré des géants mondiaux, Samsung, Intel et bien d'autres, des multinationales qui, séduites par une main-d'œuvre qualifiée et bon marché, ont massivement investi. Le résultat? Des zones industrielles modernes, des politiques fiscales attractives et surtout, des millions d'emplois créés dans le secteur privé. Pendant que l'Algérie tournait en rond avec son secteur public tentaculaire, Sonatrach, Sonelgaz, etc., le Vietnam faisait émerger un tissu économique dynamique, porté par les PME locales, les sous-traitants, les entrepreneurs. Une vraie ruche. Et surtout, et c'est peut-être là le cœur de leur réussite, une stabilité législative. Une loi sur l'investissement peut rester en vigueur 10, 15 ans. Pas de règles qui changent au gré du vent. Chez nous, à chaque président, sa nouvelle version du Code du commerce. Aujourd'hui, on interdit l'importation, demain, on autorise tout. Résultat, les investisseurs fuient l'incertitude comme la peste. Le Vietnam, lui, inspire confiance. Et c'est comme ça qu'on attire le monde. Les investisseurs étrangers, en Algérie, ils hésitent, ils freinent ou tout simplement, ils ne viennent pas. Et pendant qu'on se demande pourquoi, le Vietnam, lui, avance sans bruit mais avec méthode. Ce pays a su construire une base solide, juridique, administrative, réglementaire. Et surtout, il l'a gardée stable. Ce détail qui peut paraître banal a fait toute la différence. Résultat, les entreprises étrangères ne se sont pas précipitées, non. Elles sont venues, se sont installées et surtout, elles sont restées. Parce qu'elles ont trouvé un terrain fiable. Et aujourd'hui, le Vietnam récolte les fruits de cette constance. Son PIB a franchi la barre des 450 milliards de dollars. Pas parce qu'on en parle beaucoup, pas parce qu'ils ont triché avec les chiffres. Non, pas de magie statistique, pas de rebasage opportuniste, pas de gonflement de monnaie ni d'intégration douteuse du marché informel. Le Vietnam n'a pas maquillé ses données. Il a transformé son économie en profondeur. Ce qui a fait la différence? Une stratégie industrielle réelle, une croissance pensée sur le long terme et surtout, un pari réussi sur l'humain. Ils n'ont pas seulement misé sur les usines, mais aussi sur les cerveaux et les mains. Leur formation technique est solide, reconnue, adaptée au monde moderne. Et c'est là que le Vietnam a frappé fort, en préparant ses citoyens à construire l'avenir. Les classements internationaux le confirment. Dans les écoles et universités vietnamiennes, les étudiants brillent, surtout en mathématiques. Et ce n'est pas juste de la théorie. Sur le terrain, les ouvriers vietnamiens sont reconnus pour leur efficacité, leur rigueur et leur formation solide. Résultat, de nombreuses multinationales ont quitté la Chine pour s'installer au Vietnam. Pourquoi? Parce qu'elles y trouvent une main-d'œuvre qualifiée, fiable, performante. Et chez nous, en Algérie, l'histoire est tout autre. Notre force de travail est loin d'avoir bonne réputation. Pas assez formée, peu classée à l'international et surtout peu productive. La qualité du travail laisse à désirer. Pourtant, chaque année, on produit des milliers de diplômés. Sur le papier, c'est impressionnant. Mais dans les faits, ces diplômes sont distribués à la chaîne, comme des baguettes dans une boulangerie. Peu de compétences concrètes, aucune vraie maîtrise des langues étrangères, aucune adaptation aux réalités du marché ni aux évolutions technologiques du monde. Trouver un informaticien compétent? Un webmaster qualifié? Un bon ingénieur en électronique ou en mécanique? Bonne chance. Ce genre de profil est devenu rare. Non pas parce que les talents manquent, mais parce qu'on ne les forme pas correctement. On parle souvent de développement industriel, mais soyons honnêtes. En Algérie, industrie veut souvent dire acheter une usine clé en main et faire venir des techniciens turcs ou chinois pour la faire tourner. Pas de transfert de savoir-faire, pas de formation locale, pas de stratégie. Un vrai développement, ce n'est pas seulement importer du matériel. C'est créer un partenariat avec ceux qui peuvent nous transmettre leur technologie. C'est convaincre des entreprises étrangères non seulement d'investir, mais aussi de former nos ingénieurs, nos techniciens, nos cadres. Aujourd'hui, en Algérie, on reste dans une logique passive. On achète, on importe, on assemble, sans construire de socle technologique, sans penser à long terme. Et tant qu'on ne comprendra pas que la richesse, c'est aussi le savoir, on ne pourra jamais réellement émerger. Et voilà le paradoxe. Le Vietnam, sans une goutte de pétrole, sans une bulle de gaz, est devenu une puissance économique.
Oui, j'allais dire énergétique par automatisme, mais justement, il n'a pas d'énergie. Ce pays, qu'on aurait pu croire condamné par sa géographie, perché au bout de l'Asie du Sud-Est, coincé entre jungle et mer, s'est hissé au sommet. Et nous, avec tout notre pétrole, notre gaz, notre soleil, notre vent, notre sous-sol généreux, on rame encore. Pourtant, sur le papier, on avait tout pour faire mieux. Mieux que le Vietnam, mieux que beaucoup. L'Algérie est littéralement aux portes du plus gros marché de la planète, l'Union européenne. 30 minutes d'avion et vous êtes à Marseille, Barcelone, Rome. Le PIB cumulé de nos voisins européens, c'est des milliers de milliards de dollars. Alors pourquoi, bon sang, reste-t-on à la traîne? Normalement, on aurait dû jouer dans une autre ligue. Notre énergie est bon marché, notre main-d'œuvre aussi. On aurait dû bâtir des centaines de zones industrielles, attirer les investisseurs européens à la recherche de proximité et de compétitivité. Mais non. À la place, on leur offre quoi? Une instabilité réglementaire permanente, un système politique imprévisible, une monnaie schizophrène. Le dinar, il est fort. Sur le papier. Pas convertible, pas stable, pas crédible. Et cerise sur le gâteau, 2 taux de change qui cohabitent comme chien et chat. L'un officiel, l'autre parallèle. Comment voulez-vous qu'un investisseur prenne ça au sérieux? Pendant que nous bricolons des slogans, eux construisent un modèle. Depuis les années 80, le Vietnam suit une ligne claire, une vision économique stable, une stratégie cohérente. Et c'est ça qui leur a permis de dépasser les 450 milliards de dollars de PIB. Nous, en revanche, on préfère réviser nos calculs. On joue avec les chiffres, on manipule les bases, on annonce des objectifs ambitieux, en espérant que les statistiques finiront par nous obéir. Mais on ne devenait pas un pays émergent avec une calculette et un discours de plateau télé. Ce qu'il nous faut, c'est du concret. Une croissance qui tient la route sur la durée, un tissu industriel solide, une vraie transformation technologique, un transfert réel de compétences, une classe moyenne puissante, des infrastructures modernes, des villes pensées pour demain, des hôpitaux dignes de ce nom, des écoles innovantes, des universités compétitives. C'est tout ça, un pays émergent. Et franchement, ABD, que ce soit par manque de temps, de vision ou de compétences, n'a pas réussi à enclencher cette transformation. Et au rythme où vont les choses, il y a peu de chances